Le loup botté de Stéphane Voul. Le monde me demande une nouvelle. Avec ma grippe, c'est bien le moment. Le moindre rhume me constipe l'intelligence, et même en temps normal, c'est-à-dire quand je suis en bonne santé, tout travail sur commande me met au supplice. Il suffit qu'on m'impose un certain nombre de lignes à livrer dans un certain délai pour me couper toute inspiration. Alors, avec cette migraine et ces sinus en béton, rendez-vous compte. Il m'est arrivé 2 ou 3 fois de satisfaire les gens de presse en leur troussant quelque chose avec les débris d'un roman raté, extrait d'un fond de tiroir. J'en époussetais les feuilles grises de cendres de cigarettes, les lissais de la paume, parcourais des textes qui m'étaient depuis longtemps sortis de la mémoire, et le miracle avait lieu. Une subtile étincelle m'inspirait 2 ou 3 permutations de décors ou de personnages, transformant un vieil essai en nouvelle acceptable. Mais là, rien. Mes tiroirs sont vides. J'entends qu'ils sont toujours bourrés de rebuts tabagiques, de vieux trombones, d'élastiques et de stylos hors d'usage, mais hélas, vacants de tout brouillon littéraire. Ultime artifice d'auteur, utilisez la méthode 3 bis, consistant à écrire au fil de la plume tout ce qui vous passe par la tête. Et c'est exactement ce que je suis en train d'essayer. À forcer de gâcher de l'encre en expliquant pourquoi vous n'avez rien à dire, les idées peuvent éclore, avec un peu de chance. C'est l'hiver, tout est blanc aux fenêtres. La campagne normande s'enlise dans un fade crépuscule. J'ai réfugié ma grippe dans la petite pièce du fond qui me sert de bureau, celle où le chauffage central n'arrive pas, mais où les borborigmes d'un vieux poêle me suggèrent quelquefois des ébauches, ce qui n'est certes pas le cas aujourd'hui. Je pense aux compliments des lecteurs. Quelle imagination! Où allez-vous chercher tout ça? On leur avoue que la créativité est faite d'1% d'inspiration et d'une fabuleuse cataracte de transpiration, mais sans trop les convaincre. Quant aux journalistes, les voilà mortellement vexés si vous restez en panne. Ils y soupçonnent de la paresse, voire de la mauvaise volonté ou du mépris. Bref, ils se figurent que vous n'avez qu'à presser un bouton pour sortir un texte original de quelque distributeur automatique. Cela vient de ce qu'ils écrivent eux aussi, en oubliant toutefois que les sujets gratuitement fournis par l'actualité leur épargnent de se torturer pour pondre un article en une demi-heure. Et leur plume, souvent vive et diserte, les rend sans indulgence aux lenteurs de la vôtre. Allez, mon vieux, qu'est-ce qu'une petite nouvelle de rien du tout pour un romancier? Sous-entendu, vous le faites exprès. Et si vous ne savez pas dominer votre impuissance en leur honneur, tant pis pour vous. Certains se montrent vindicatifs. Inutile de compter sur des critiques élogieuses pour vos romans à venir. Voilà les règles tacites, les petites choses qu'il faut connaître et qui font partie du métier d'écrivain. Je me sens vraiment mal fichu. 3e rechute, c'est bien fait pour vous, grogne mon vieux médecin de campagne. L'aspirine passe encore, mais vous êtes bourré jusqu'aux yeux d'antibiotiques. Je vous ai pourtant dit de me flanquer toutes ces cochonneries à la poubelle. Un seul remède efficace, des grogues au calva. Et le lit pendant 3 jours, au lieu d'aller vous balader dans la bise, espèce de tête de mule. Puis, songeur, les antibiotiques provoquent des mutations. Je ricane. Je n'ai plus l'intention de faire des enfants à mon âge. Ils branlent un chef bourru. Je ne parle pas de ça. Vous êtes en train de vous dégrader les molécules, et personne ne peut dire... Écoutez, je veux vous voir saoul, perdu, empestant la vieille pomme et transpirant sous 3 édredons, ou alors je vous laisse crever. C'était avant-hier, je ne l'ai pas rappelé. À vrai dire, ces 40 ans d'exercice ont rendu le cher homme légèrement gâteux. Et puis, j'ai horreur des grogues. La nuit tombe, les gendarmes vont se geler sur les routes et les chemins de traverse. Pourquoi parlais-je des gendarmes? Ne me dites pas que vous êtes sourds aux informations. On vous rabat les oreilles depuis des semaines avec l'assassin du clair de lune, l'égorgeur de minuit, le loup-garou de la vallée de l'Eure. Oui, c'est là que j'habite, au beau milieu de son terrain de chasse. Déjà 7 meurtres en 20 jours. C'est incroyable. Les victimes, des 2 sexes, sont retrouvées carotides ouvertes comme par les canines d'un fauve, saignées à blanc. Un garde-chasse prétend avoir mis en fuite à coups de fusil une bête habillée en homme. Sans doute faut-il faire la part de l'imagination paysanne. Mais les femmes n'osent pas sortir seules. Les écoles ferment avant la nuit. Les voitures circulent portières verrouillées dès 7 heures du soir, sans pitié pour les gesticulations des autostoppeurs. Les battues piétinent dans la neige.
cette neige qui semble confirmer les dires du garde-chasse en révélant, grâce aux traces de bottes, que l'égorgeur est bien un homme et non quelque bête du Gévaudan. C'est un peu cela aussi qui m'empêche de travailler. Allez donc imaginer de l'extraordinaire, alors que l'extraordinaire en personne, et si j'ose dire, en chair et en os, rôde à votre porte. Penché sur le papier blanc, blanc comme neige, je dessine en marche des traces de bottes. J'entends d'ici le cinglant coup de téléphone du monde, si j'ai le toupet d'envoyer tel quel mon exercice d'écriture automatique. Comment? Quelques pages d'excuses piteuses et des traces de bottes? Nous savons que vous habitez sur place, mais on ne vous demande pas de démarquer ce que racontent, avec plus de talent, avouez-le, nos envoyés spéciaux. On vous réclame une nouvelle. Décidément, cher ami, nous vous fichez du monde. Je secoue la grille du poêle pour renouveler sa ration d'anthracite. Un suggestif ronflement va peut-être récompenser ma peine, renouveler mes fantasmes, sortir de mes tréfonds quelque impulsion créative. Tout compte fait, la corvée dissipe un peu ma torpeur, car c'est aussi l'utilité d'un poêle d'empêcher l'écrivain de s'endormir sur son texte. 4e dose d'aspirine. Les cigarettes ont un sale goût. La pièce s'enfume. J'ai dû rattraper la crève en allant ces jours derniers faire quelques tours nocturnes en forêt pour frôler la mauvaise rencontre, flirter avec une peur dont je me croyais guéri depuis l'enfance, alors qu'une vieille tante pittoresque me racontait des histoires de garous. Promenade muette et délicieuse dans le froid qui tombe des étoiles, entre les longs sapins ennoblis, transformés en vieillards chenus par l'hiver. Atmosphère coupante, nuit scrutée à travers notre haleine, sens aux aguets. Vaine quai d'une aventure esthétiquement aussi démodée que les contes de la mère Loi. Et puis retour à la maison pour m'y barricader à double tour. Un loup-garou, je vous demande un peu. Disons plutôt un schizophrène de type Jacques l'Éventreur, un criminel né porteur d'un chromosome supplémentaire, comme il en existe paraît-il, ou à la rigueur quelque Mr. Hyde. Je me rappelle avoir lu qu'une grande fatigue ou une affection passagère rendrait l'émotion pathogène, au point d'aboutir à une psychose grave. Le surmenage intellectuel donnerait alors vraisemblance au héros de Wells. Quel temps perdu de ruminer tout cela pour en tirer une nouvelle de science-fiction. Je fais décidément fausse route. La lycanthropie est trop connotée de folklore pour distiller autre chose que du fantastique, alors que la bonne science-fiction doit au moins faire semblant de rester cartésienne. Bien sûr, il y a eu la New Wave, l'heroic fantasy, mais les genres bâtards sont comme les organismes hybrides, les uns s'étiolent sans descendance, et les autres passent de mode. Pour complaire au fandom, il faudrait que j'imagine mon buveur de sang comme un loup cervier d'Acturus en rupture d'ovni, ou comme un cyborg du centaure en manque de protéines animales. Sans chercher si loin, pourquoi ne pas justifier le mythe et le rendre crédible en manipulant la génétique? Une astucieuse exploitation des lois de Mendel pourrait renouveler le thème du vampire ou de Frankenstein. Trop pénible effort pour un gratteur de papier qui n'a jamais pu retenir les chassés-croisés différenciant un hétéro d'un homozygote. La paresse me déconseille de potasser les doctes ouvrages de la bibliothèque. Je préfère une songerie vagabonde autour de sinistres hétérozygomares qui, à cette heure, fait la nique à toute la maréchaussée de Haute-Normandie. Prêtons l'oreille au bruit du dehors. Le vent se lève, bousculant l'écho d'une mobilette attardée. La crécelle du moteur grandit dans le virage en pente et cesse brusquement, escamotée par l'écran des bois, remplacée par la conversation furtive des courants d'air dans les branches. Aïe! Donc, panne de lumière. Tâtonnement vers le tiroir aux bougies, grattement d'allumettes, éclairage nimbé d'ambiance moyenâgeuse, odeur de cire, les ombres s'allongent dans un clair-obscur à la Rembrandt, et, coup de poing au myocarde, me révèle une présence au fond du couloir. J'aurais dû écrire « coup au cœur » si un terme incongrument médical ne m'aidait à ridiculiser mes émotions. Empoignons le bougeoir pour aller vérifier. Ce n'est que mon reflet dans le miroir du fond. La flamme jaune me sculpte des rides que je ne me connaissais pas. Elle me creuse les orbites et aggrave l'importance de ma barbe de 2 jours. Ai-je si mauvaise mine? Et le vieux docteur a-t-il raison de me promettre au cercueil? On y voit mal dans cette glace du XVIIIe siècle tellement piquée par les années que les auréoles brunâtres m'y font une tête de Dracula. Le disjoncteur n'a pas sauté. C'est une panne générale. Sans doute quelques poteaux fauchés par un dérapage. Autant me résigner, pour ce gel, les secours EDF ne sont pas près d'arriver sur les lieux. J'écris de plus en plus mollement.
Ça tape contre le mur dehors. Je devrais sortir, fixer le volet, mais je suis trop mal en point. Je regarde ma main qui écrit. Je gratte de l'ongle une goutte de stéarine figée dans mes poils. C'est mon poil d'hiver. Plus sombre que la toison blondasse décolorée par le soleil d'août. J'ai toujours trouvé cela disgracieux. Plus jeune, je me rasais les phalanges 2 fois par mois. Le vent glisse par les chemins, enlace plusieurs fois la maison, fait tinter la chaîne sur la cloche d'entrée, flaire sous les portes. Il bondit sur le toit, secoue de la tôle et lâche de gros mots dans la cheminée. Le vent imite tout. Le nouveau-né qui vagit sur le seuil, c'est lui. Lui encore le boiteux qui clopine au-dessus de ma tête dans le grenier. Toujours lui, le rôdeur qui avance dans l'allée en faisant pas à pas craquer la gaufre de la neige. Rôdeur, mon pouls s'accélère. Si j'allais jeter un coup d'œil, ce lumignon débile ne me laissera pas voir grand-chose, à moins qu'un mufle ne s'écrase à la fenêtre du vestibule. J'imagine un masque de cauchemar aux canines démesurées. Allons, soyons sérieux. Écrivons toujours, j'ai les mains gourdes. Elles ont l'air sales. Il faudra que je reprenne l'habitude de les raser. Mal à la tête, mal à la gorge, je tousse rauque. Exercice de diction. C'était pendant l'horreur d'une profonde nuit. Mon alexandrin, presque aphone, n'est qu'un grognement bestial et douloureux. Encore un coup au cœur. Décidément, quelque chose ou quelqu'un frappe au volet. Une voix doucereuse et amenuisée par les sautes de vent semble m'appeler par mon nom, m'adjure de sortir pour d'impérieux motifs. Et voilà qu'une curiosité géante anesthésie en moi toute prudence. Je sais déjà que l'irrésistible attrait du fantastique aura barre sur moi. Vaincu d'avance, je succombe aux séductions de l'horreur, me conviant à de sourdes félicités. Allons, debout! Un vertige manque de me rasseoir sur ma chaise. Sale virus! Mes mains se crispent sur la table en tremblant d'impatience. C'est inquiétant. Cette salive qui me coule des lèvres. J'ai soif. Je titube vers la porte. Il faut que... Il le faut. Froid. Froid. Fade odeur d'hiver, de charbon éteint, de bougies mortes. L'horloge indifférente compte à coups secs de balancier des secondes d'inconfort. Un jour blafard irise les arabesques du givre collant aux vitres. L'électricité revenue brûle pour rien. Pourquoi suis-je allongé en travers du couloir? J'ai dormi là comme un imbécile, et ma parole, je me suis bien arrangé la figure contre un coin de meuble. Le miroir me montre du sang caillé dans la barbe, autour de mes lèvres gonflées. Cela va mieux, malgré ma faiblesse de convalescent, comme si j'étais libéré d'une absurde obsession. La fièvre m'en a fait voir de toutes les couleurs. Je me souviens même d'avoir eu peur de mes mains. Qu'est-ce qu'elles ont, mes mains? Ce sont simplement des mains d'homme, un peu trop viriles peut-être. Pendant que je retrouve figure humaine en faisant ma toilette, la radio annonce un nouveau meurtre à 2 kilomètres de chez moi. J'ai eu bien raison de ne pas sortir hier soir. Mais que font mes bottes debout dans l'entrée, au milieu d'une mare de neige fondue?